Alors, lorsque j'ai pris connaissance du titre donné à cette journée, il y a un certain nombre de mots qui se sont mis à clignoter dans ma tête. Burn-out, absentéisme, sentiment d'échec, difficulté à trouver un travail, compétitivité, harcèlement, burn-out, déception professionnelle, conflit, arrêt maladie, anxiété, maux corporels, migraine, troubles musculo-squelettiques, etc. Les souffrances éprouvées par les travailleurs n'ont jamais paru aussi nombreuses qu'à notre époque. Les transformations économiques sont souvent mises en avant pour expliquer cet emballement symptomatique. La course à la robotisation totale du travail et avec elle une productivité sans faille serait à la base d'une déshumanisation au sein même des institutions, entraînant avec elle un effondrement des structures collectives et des valeurs supposément portées autrefois par l'entreprise. Quelle souffrance au travail! J'entends aussi quelles sont ces souffrances qui sont à l'œuvre chez un être parlant. À l'entendre ainsi, la souffrance se trouve dégagée de tout lien direct avec l'univers professionnel d'une personne, pour ne devenir que le terrain d'expression de souffrance qui le précède. Oui, mais dans ce cas, quel conflit psychique se joue sur la scène du travail? Alors que dire? Sont-ce les souffrances qui sont au travail ou le travail qui est un terrain propice aux souffrances? Comment démêler les éléments liés à un contexte socio-économique visant plus que jamais l'optimisation des cadences et la course à la productivité, des éléments de vie propres à chacun, à son histoire, à sa personne, et dont l'articulation avec le travail va venir se nouer singulièrement. Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai eu envie de repartir de la base du mot « travail ». J'ouvre donc la 8e édition du dictionnaire de l'Académie française et je lis « travail », nom masculin, labeur, application à une tâche, effort soutenu pour faire quelque chose. Il se dit de l'esprit comme du corps. Moi je note effort soutenu. Un détour étymologique maintenant. Il y a bien sûr le fameux tripalium qui provient du latin et désigne un instrument de torture. C'est une lecture qui vient assigner, dans son origine, un rapport intime entre travail et souffrance. Bien qu'étant la plus communément admise, elle a pourtant été contestée par certains auteurs, tels que André Eskenazi dans son ouvrage Romagna, paru en 2008. Pour lui, le principe selon lequel le mot « travail » trouverait ses racines étymologiques dans le mot « tripalium » est infondé. Il n'est pas le seul à le penser. Avant lui, plusieurs linguistes avaient déjà avancé d'autres hypothèses. Émile Littré et Michel Bréal, par exemple, ont mis en lien le mot « travail » avec le mot « traves », traduit par poutre, et à l'origine du mot « entraver ». D'un instrument de torture, la proposition passe à une entrave. Par ailleurs, Marie-France Delport, dans son étude lexico-syntaxique publiée en 1984, établit un rapprochement entre le préfixe latin trans et sa réduction tra, qui renvoie au passage d'un état vers un autre. Pour elle, les mots trabajo, travail en espagnol, et trabajar, travailler, n'expriment rien de moins qu'une tension qui se dirige vers un but et qui rencontre une résistance. Ce sont ces mots. Une tension qui se dirige vers un but. Quel lien avec la pulsion? Et qui rencontre une résistance. Quel lien avec le symptôme? S'il s'agit de résistance à surmonter pour atteindre son but, cette lecture du travail nous offre alors de nouvelles perspectives, bien loin de l'instrument de torture qui n'aurait d'autre dessein que de créer douleur et souffrance. Je laisse cette parenthèse étymologique de côté pour entendre maintenant ce que le psychanalyste Christophe Dejour nous dit du travail. Dans son allocution « L'écart entre le réel et le prescrit au cœur de l'expérience du travail », son premier constat réside dans le fait que si le travailleur réalise stricto sensu la tâche qui lui est demandée, ce que l'on attend de lui, eh bien ça ne marche pas. Partant de cela, Dejour identifie d'une part la prescription faite par les donneurs d'ordre et d'autre part le travailleur qui, tout en ayant les compétences requises, ne répond pas exactement à cette prescription. D'une part donc la demande et de l'autre la réponse qui ne coïncide pas. Eh bien c'est entre ces deux éléments qu'il situe le travail. Le travail, il le définit comme étant, je cite, ce qu'il faut ajouter aux prescriptions pour que ça marche et qui suppose donc l'intervention humaine.
Par ailleurs, De Jour souligne le réel du travail qu'il définit comme étant, je le cite à nouveau, « ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance à la maîtrise ». Résistance encore. Il dit « Travailler, c'est fondamentalement faire l'expérience de l'échec ». C'est donc le réel qui prend le relais de la maîtrise. Pour lui, cette expérience du réel est avant tout une expérience affective, car cet échec va engendrer de la surprise, de la colère, un sentiment d'échec ou d'irritation pouvant aller, si cela dure trop longtemps, jusqu'au doute sur soi-même. Eh bien, c'est l'acceptation d'une part et l'obstination et l'endurance d'autre part qui permettent alors de ne pas lâcher. Pour lui, je le cite encore, tous ces états ont en commun d'être une manière de souffrir, de pâtir, d'éprouver affectivement le travail. Tout cela, ce n'est pas une conséquence regrettable du travail, c'est le travail même. Fin de la citation. La souffrance constitue donc le moteur qui permet de supporter cette situation de non-maîtrise, voire d'échec. Ne dit-on pas d'une affaire qu'elle est en souffrance, c'est-à-dire en suspens, non réglée, et d'espérer en trouver une solution pour pouvoir surmonter à la fois l'obstacle du réel et la frustration, et pourquoi pas transformer cette souffrance en plaisir, celui d'avoir persévéré jusqu'à parvenir à construire une solution, et ainsi d'avoir dépassé la difficulté rencontrée. Oui, mais alors, n'y a-t-il pas actuellement confusion entre travail et bonheur au travail ? Cette notion de bonheur au travail, galvaudée mais pourtant labellisée, largement affichée comme indicateur de qualité dans le champ professionnel, impliquerait de la part de l'organisation l'accession par les personnes qu'elle emploie à un état de parfaite satisfaction intérieure qui est la définition donnée au bonheur dans le dictionnaire de l'Académie française, 9e édition cette fois. Quelle part de responsabilité reste-t-il encore aux travailleurs d'éprouver ou non cet état de satisfaction et comment cela vient-il s'articuler avec les différents domaines investis dans sa vie ? Dès les débuts de la psychanalyse, Freud place le travail comme étant un élément bienfaisant pour l'homme. Pour lui, ce sont ses mots, aucune autre technique pour conduire sa vie ne lie aussi solidement l'individu à la réalité que l'accent mis sur le travail, qui l'insère sûrement tout au moins dans un morceau de la réalité, la communauté humaine. C'est dire l'importance que Freud accorde au travail, qui permet à la fois d'assurer l'ancrage d'un individu parmi les autres, de sublimer la vie pulsionnelle, mais aussi, pourquoi pas, de devenir source de satisfaction, celle d'une autonomie gagnée, d'une responsabilité, d'un savoir acquis. Maintenant, quelques mots pour conclure. Si le travail implique l'expérience de l'échec, une tension donc, jusqu'à la résolution d'une tâche, le but, qui jusque-là échappe à la maîtrise et peut rencontrer des résistances, le travail se situe bien dans son essence comme étant la voie royale de la sublimation de nos pulsions. Sans faire l'économie des éléments de réalité inhérents à l'évolution du travail dans notre société, la manière individuelle dont chacun vient s'attacher ou non au travail pour construire sa vie ne vient-elle pas se faire l'écho de la dynamique psychique propre à chacun et avec elle, de son propre rapport à la souffrance ? Voilà, je m'arrête sur cette question et je passe la parole au docteur Lucille Mendes pour la première intervention. Merci à tous pour votre écoute et puis bonne journée.